Alors aujourd'hui, on se penche sur le Paris Saint-Germain. Une histoire assez folle en deux temps, si on regarde les sources. D'abord, il y a eu cette finale de Ligue des Champions, gagnée 5-0 contre l'Inter. Énorme. Historique même. Exactement. Mais voilà, très vite, des rumeurs sont apparues. Match truqué. C'est la question qui a circulé. Oui, et ces soupçons, ils ne sortent pas de nulle part. Il y a des éléments concrets qui les ont alimentés. C'est ça. On parle de quoi? Le sponsor commun, déjà. Qatar Airways. Pour le PSG, pour l'Inter, et même sponsor de l'UEFA. Ça fait beaucoup. Ben oui, ça interpelle forcément. Et puis il y a la performance de l'Inter ce jour-là. Vraiment méconnaissable. Faible, c'est le mot qui revient. Et puis cette vague sur les réseaux sociaux, des accusations assez lourdes. Carrément. Mascarade, corruption, ça a fusé de partout. La question c'est, est-ce que cette nouvelle victoire éclatante, c'est une réponse directe à ces accusations? Est-ce que Paris est juste injouable ou est-ce que les doutes sur la finale, ils ont un fondement? On va essayer d'y voir plus clair. Oui, revenons sur cette finale PSG-Inter. Le sponsoring, comme on disait, Qatar Airways, ça a vraiment mis le feu aux poudres. Voir le même argentier, le Qatar, lié aux deux finalistes et à l'organisateur, ça jette un froid, forcément. Ça nourrit les théories du complot, quoi. C'est clair. Et la prestation de l'Inter, alors? Les sources disent quoi exactement? Elle parle d'une équipe passive, sans révolte, des joueurs clés comme Lautaro, Barella, complètement effacés, pas un seul tir cadré avant la 60e minute. Incroyable. Surtout quand on compare à leur demi-finale contre le Barça, où ils avaient été. Ah mais rien à voir. Contre le Barça, c'était une intensité folle. Là, c'était plat. D'où les interrogations et cette vague de messages sur les réseaux. Des milliers de messages apparemment. C'était pas juste quelques trolls. Non, ça a vraiment pris de l'ampleur. Mais attention, tout le monde ne partage pas cet avis. Adil Rami, par exemple, son point de vue est intéressant. Ah oui? Qu'est-ce qu'il dit? Il est cité dans une source, il juge ça impossible de truquer un match de ce niveau. Il explique, un coach aligne son équipe type, les joueurs y risquent leur carrière, leur réputation. Pour lui, c'est simple, l'Inter s'est juste fait exploser par un PSG beaucoup trop fort. L'argument se tient, c'est sûr. Mais face à une performance aussi fantomatique de l'Inter, est-ce que ça suffit pour convaincre tout le monde? Elle listait plein de soi-disant preuves de trucage, des erreurs défensives, des arrêts du gardien un peu bizarres, un but refusé. Ah oui, je vois le genre. Voilà. Et à la fin, la vidéo révélait que c'était une blague, une satire, et concluait juste que le PSG était bien trop fort. Une manière de dire « arrêtez de chercher, ils ont juste dominé ». Et c'est là qu'intervient le match contre l'Atlético, donc. La réponse par le jeu, en quelque sorte. On peut le voir comme ça, oui. Parce que les chiffres, là, ils sont sans appel. 4-0. Quasiment 70% de possession pour Paris. Une précision de passe incroyable, 91%. L'Atlético, une seule frappe cadrée. Et ça sans Dembélé et sous une grosse chaleur. Donc difficile de dire que l'Atlético n'avait pas envie ou qu'ils ont laissé faire. C'est ce que disent plusieurs sources d'ailleurs, que c'est une démonstration de supériorité technique, tactique, qui réfute un peu les doutes sur la finale. Tout à fait. Et même la presse espagnole, qui n'est pas toujours tendre avec Paris, était unanime. Il parlait d'un Atlético dépassé, comme un jouet dans les mains du PSG. C'était donc la même machine qu'en finale. Tactiquement, on retrouve les mêmes choses. C'est ça. Les analyses techniques le soulignent. Même principe, ce pressing très haut, la récupération quasi immédiate du ballon, des transitions hyper rapides et des efforts constants de tous les joueurs. Cette cohérence dans la performance, match après match, ça rend l'idée d'un cadeau en finale moins crédible pour beaucoup. Ce qui nous amène à la force même de ce PSG cette saison. Exactement. Les mots utilisés dans les sources sont forts, redoutables, injouables, parfois même meilleure équipe du monde actuellement. Une machine de guerre. Il y a cette idée que c'est le PSG qui rend ses adversaires faibles en fait. C'est un peu ça, oui. Par sa propre intensité, sa qualité technique, l'Inter, puis de l'Atlético et même Arsenal avant eux en Ligue des Champions, ils ont tous semblé dépassés à un moment donné. Et le rôle de Luis Enrique là-dedans, il est souvent mentionné comme clé. Ah oui, très central. Son nom revient partout pour expliquer cette transformation, cette cohérence, cette exigence. Et il s'appuie sur des joueurs au top. Nuno Mendes qui effraie les adversaires, Hakimi considéré comme le meilleur arrière droit, Vitinha élu meilleur milieu. Le collectif est vraiment impressionnant, même quand il manque des titulaires. Intéressant aussi la réaction de Simeone après le 4-0 contre l'Atlético. Oui. Il a râlé un peu sur l'arbitrage, c'est Simeone.
quoi. Mais sa frustration principale, elle portait sur autre chose. La puissance financière du PSG. Ah. Il a lâché cette phrase sur Kvaratskhelia, acheté 70 millions en janvier. En gros, il attaque le système, les moyens du PSG, mais il n'insinue pas du tout que le match était truqué ou joué d'avance. C'est une critique différente. Donc, si on essaie de synthétiser un peu, Cette victoire contre l'Atlético, elle est quand même une réponse assez forte sur le terrain. Elle montre que la domination du PSG, elle est bien réelle, basée sur une qualité de jeu. Ça vient contrebalancer les soupçons nés après la finale. oui, ça apporte un argument de poids. Mais ça n'efface peut-être pas complètement le doute chez certains, non? Les coïncidences du sponsoring, cette image de l'Inter en finale, ça reste dans un coin de la tête pour une partie des observateurs, même si des gens comme Rami réfutent logiquement l'idée du trucage. C'est vrai, le doute peut subsister pour certains. Et au fond, peut-être que la vraie question, elle dépasse le simple fait de savoir si ce match-là était truqué. Cette puissance énorme du PSG, qu'on voit sur le terrain contre l'Inter ou l'Atlético, et aussi financièrement, comme le pointe Simeone, est-ce que ce niveau de domination extrême, finalement, ça ne crée pas un déséquilibre? Un déséquilibre qui pourrait interroger sur l'équité et même sur l'intérêt des compétitions internes. C'est une réflexion plus large qui va au-delà de ces deux matchs spécifiques. Bonjour, aujourd'hui on se penche sur la Coupe du Monde des clubs 2025, nouveau format, 32 équipes aux États-Unis. Et l'angle qui nous intéresse particulièrement, le Sénégal. Alors pas de club sénégalais qualifié directement, mais le pays est quand même présent et de manière significative. Oui, c'est tout à fait ça. Le Sénégal, on le retrouve sur deux fronts importants cette année. D'abord, l'arbitrage de très haut niveau, et puis, bien sûr, des joueurs sénégalais clés qui évoluent dans des clubs étrangers participants. Notre idée, c'est un peu de décortiquer cette présence, indirecte mais bien réelle. D'accord. Commençons par l'arbitrage alors, parce que c'est quand même un signal fort, non? Un trio 100% sénégalais désigné pour un match de groupe. Absolument notable, oui. Il s'agit d'Issassi, l'arbitre central, et il était assisté par Djibril Kamara et Noah Bangoura, des compatriotes. Ils ont officié pour le match du groupe C, Bayern Munich contre Auckland City FC. C'était dimanche, le 15 juin. Et pour Issassi, c'est particulier, j'imagine. 40 ans, on le connaît bien sûr des compétitions de la CAF. C'est ça, mais là, c'est plus qu'une simple désignation. Arbitrer un match international senior de ce calibre, hors d'Afrique, bon, il y a eu le mondial U20 en 2023, mais là, c'est différent. C'est vraiment un cap majeur pour lui. Oui, une vraie reconnaissance personnelle. Oui, mais ça va plus loin. C'est une vitrine pour tout l'arbitrage sénégalais, et même africain, dans ce nouveau format de tournoi mondial. Cela dit, attention, ça met aussi une pression énorme. Il représente la qualité de l'arbitrage du continent sur une scène très, très observée. Joueurs maintenant, les Lions qui jouent en club, on sent une certaine fierté nationale, surtout après la victoire en amical contre l'Angleterre, non? Ça doit mettre une attente particulière sur eux. Ah oui, sans aucun doute. Et en premier lieu, évidemment sur le capitaine Kalidou Koulibaly. Il joue avec Al Hilal en Arabie Saoudite, et son club est tombé dans un groupe H, disons très relevé. Real Madrid, Pachuca du Mexique et Salzbourg. Oh là oui, le match contre le Real Madrid, ça va être quelque chose. Exactement. Ce sera particulièrement révélateur. Pas juste pour confirmer son statut de leader défensif, ce qu'il est, mais c'est l'occasion pour lui de montrer que jouer en Saudi Pro League ne l'empêche pas de performer au plus haut niveau face à une attaque comme celle du Real. C'est un enjeu d'image, pour lui et pour le championnat. Bien vu. Autre joueur qu'on suit de près, Nicolas Jackson, de Chelsea. Groupe D. D'ailleurs, il a un match important ce soir même, le 16 juin, contre Los Angeles FC. Sa saison a été correcte. 10 buts, 5 passes décisives en Première Ligue, malgré une blessure. Oui, les chiffres sont là. Mais Jackson, il est souvent scruté, critiqué même, en Angleterre, pour son efficacité qui peut varier. Donc ce tournoi, pour lui, c'est une plateforme idéale. Pas seulement pour marquer, mais pour montrer de la constance, peser sur des matchs importants au niveau international. Une bonne performance pourrait faire taire certaines critiques. Et puis, il n'y a pas que les stars confirmées. On a aussi la relève qui pointe le bout de son nez. Je pense à Amadou Seydou Niang. Ah oui, le jeune défenseur d'Al Ain, 20 ans, formé à Sonacos au Sénégal. C'est fascinant avec Niang. Son club des Émirats est dans le groupe G avec, excusez du peu, Manchester City, la Juventus et le Wydad AC. Quel groupe! Et imagine l'exposition. Affronter des géants pareils,
c'est une chance incroyable pour lui de se montrer. Et qui sait, peut-être de taper dans l'œil du sélectionneur national. On peut aussi mentionner rapidement Mamadou Sarr, un autre jeune listé avec Chelsea, même si on l'attend peut-être un peu moins pour l'instant. Mais toute cette concentration de talent montre bien la vitalité du foot sénégalais. Tout à fait. Et cette présence sénégalaise, elle s'inscrit aussi dans un contexte africain plus large pour ce tournoi. Faut pas oublier les autres représentants du continent. Al Ahly d'Égypte, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, l'Espérance de Tunis et le Wydad AC du Maroc. Eux, ils partent plutôt comme outsiders, non? Face aux mastodontes européens ou sud-américains. Oui, sur le papier, ils sont souvent vus comme ça, comme des outsiders. Mais justement, ce nouveau format à 32 équipes, c'est peut-être leur chance de créer la surprise, de montrer la valeur du foot de club africain, et pourquoi pas, de bousculer un peu la hiérarchie. C'est un test grandeur nature en quelque sorte. Donc, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, le Sénégal, pas de club directement, mais une présence forte et double. D'un côté, la reconnaissance de son arbitrage au plus haut niveau, de l'autre, ses talents individuels qui brillent dans de grandes équipes. C'est une excellente synthèse, oui. L'influence sénégalaise, elle se manifeste différemment cette année, mais elle est bien là, sur le terrain et au sifflet. Alors, pour finir, une petite question pour ouvrir la réflexion. Au-delà des résultats immédiats, des parcours individuels, quel impact à plus long terme on pourrait imaginer pour cette double exposition, celle des arbitres, celle des joueurs, sur le développement global et la perception du foot sénégalais? C'est la question clé, effectivement. Est-ce que cette visibilité cumulée, au-delà des exploits personnels, pourrait agir comme un catalyseur? Est-ce que ça peut inspirer plus de jeunes, entraîner des changements structurels et vraiment solidifier la réputation du Sénégal comme une nation majeure du foot mondial? Pas juste pour ses joueurs, mais aussi pour son expertise technique, arbitrale. L'avenir nous le dira.